soir sur la République démocratique du Congo, le M23 annonce la fin de sa rébellion. Le mouvement du 23 mars était actif dans l'est de la RDC. L'armée congolaise a donc réussi à chasser ses rebelles au cours d'une offensive soutenue par la MONUSCO, la force onusienne. Dans un communiqué, le chef de la branche politique du M23, Bertrand Bisimwa, a souligné que sa rébellion entendait poursuivre, par des moyens purement politiques, la recherche de solutions aux causes profondes qui ont présidé à sa création. À cet effet, tous les chefs militaires de la rébellion sont priés de préparer les hommes des troupes au processus de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale, dont les modalités sont à convenir avec le gouvernement de la RDC, ajoutait le communiqué. Nous écoutons la réaction de Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa. Militairement, on peut dire que le M23 est liquidé, mais crier victoire, non. Nous n'allons pas estimer que tous les problèmes qui provoquent toutes ces éruptions de violence récurrentes dans cette région sont terminés parce que nous avons eu un succès militaire. Ce serait tout à fait irréaliste. Mais est-ce réellement la fin du M23? Militairement, oui, on peut le dire, parce qu'il n'a plus le contrôle d'aucun espace physique à l'intérieur de la RDC. Ils sont aux frontières entre le Rwanda et l'Ouganda, donc on ne voit pas très bien avec la montée en puissance de nos forces ce qui pourrait les faire revenir militairement, mais nous voulons aller jusqu'au fond des choses, c'est pourquoi nous sommes intéressés à poursuivre les discussions que nous avions commencées à Kampala pour aboutir à la signature d'une déclaration de Kampala avec des engagements réciproques. C'était Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa. Je vous propose maintenant l'analyse de Nikes Beloka, notre correspondant à Beni, dans le sud Kivu. Le M23 n'est pas encore fini. Vous savez, ce sont des groupes armés qui changent régulièrement de nom. Et la solution militaire à elle seule ne suffit pas. Je donne l'exemple. Les territoires, les bastions du M23, c'est les territoires de Rutshuru. Rutshuru et Massissi. Et le M23 a recruté des forces, les jeunes gens, les enfants. Bon, il faut les démobiliser, ça c'est une chose. La solution militaire n'est pas la seule solution, il faut nécessairement qu'on trouve des solutions politiques et diplomatiques. Donc, il faudrait quand même négocier avec le M23. Oui, effectivement, il faut négocier parce que les vainqueurs n'est vainqueur que si les vainqueurs acceptent la défaite. Or, apparemment, le M23 a été poussé. D'autres choses, l'insécurité a presque plus de 2 décennies. Ce n'est pas le M23 qui a créé la déstabilisation de la sous-région. Donc il faut aller dans les causes les plus profondes qui sont notamment les problèmes d'espace vital. Le Rwanda est étroit. Il y a une grande partie de la population rwandaise qui est déversée dans les Kivu, notamment le Nord Kivu. Et il y a aussi des groupes armés comme les FDLR. Ces gens ne rentrent pas à cause de l'espace. Le problème des réfugiés et le problème de la bonne gouvernance aussi et de la démocratie dans tous les pays de la sous-région. Et puis il y a le problème du pâturage. Donc il faut résoudre ces problèmes d'espace vital et résoudre le problème des groupes armés, c'est-à-dire des rébellions armées opposées au régime qui sont en place, et pour essayer de trouver une solution pour une paix durable. Sans cela, on ne sortira pas de cette infernale de la violence. Que pensez du rôle joué par la MONUSCO, la force onusienne, dans sa lutte contre les rebelles? Au départ, la MONUSCO a cherché à jouer à l'équilibriste, c'est-à-dire voulait contenter tout le monde. Elle a été faible au départ. Aujourd'hui, quand même, avec la pression populaire et la société civile du peuple congolais, la MONUSCO a réussi à jouer son mandat, c'est-à-dire à appuyer les FARDC pour la victoire finale. Dans ces conditions-là, la MONUSCO a bien joué son rôle. Et maintenant, il faut, comme je l'ai dit, accompagner ce rôle, cette solution militaire à la solution politique et diplomatique pour trouver une solution définitive si possible. Donc il faut que la MONUSCO appuie les forces armées congolaises pour les autres forces négatives, comme on les appelle, qui sont dans la région, notamment les FDLR, les ADF NALU, la LRA. Mais, comme l'avait dit le président Kikwete de la Tanzanie, il faudrait que chaque régime dans la sous-région puisse ouvrir le dialogue avec ses opposants armés qui sont notamment dans la RDC. Autrement, ce n'est pas facile, on n'est pas encore au bout du rouleau. C'était Nikes Beloka, notre correspondant à Beni dans le sud Kivu. Notez que nous avons tenté de joindre la direction du M23, mais en vain. Tout de suite. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Après des mois d'affrontements, l'armée congolaise l'emporte face aux rebelles du M23. Les troupes congolaises ont pris ce matin le contrôle des derniers bastions du M23. Une victoire militaire saluée non seulement au Nord Kivu, théâtre de cette guerre, mais aussi dans tout le reste du Congo. Bonsoir Georges Ibrahim Tunkara. Bonsoir Katia. Oui, c'est une victoire qui est saluée aujourd'hui par l'ensemble des Congolais, mais il aura fallu des mois de combats, parfois intenses, pour arriver à ce résultat. Je vous propose tout de suite d'écouter ce que disait ce matin le colonel Olivier Amouli, porte-parole des forces armées congolaises, à notre correspondant à Goma, John Kanyunyu. La situation est telle que nous venons de prendre les derniers bastions ou les tout derniers sanctuaires du M23, notamment à Tchanzo et à Runyoni, où ils s'étaient retirés pour commencer la rébellion contre la République démocratique du Congo. L'étape qui suit, c'est pour désarmer tous les autres groupes armés, tant nationaux qu'étrangers, entre autres les FDLR, les FNALU, ainsi que d'autres groupes Maïmaï. Avec la chute des derniers bastions rebelles, le Congo retrouve donc l'intégrité de son territoire et à Goma, capitale du Nord Kivu, la victoire de l'armée gouvernementale est vécue comme un grand soulagement. Edmond Mouima est le responsable de l'ONG Action des chrétiens pour la promotion de la paix et du développement. Il résume ici les sentiments qui habitent les populations de la région. La victoire d'aujourd'hui, c'est Dieu qui a exaucé la prière. Parce que ça fait plus de 2 décennies que nous sommes dans la guerre. C'est plus que le soulagement. Donc c'est une joie intense, une allégresse qui se lit dans le visage de tout un chacun. Le M23 est défait, mais il y a d'autres groupes armés qui continuent de sévir dans la région. Non, ces groupes armés servaient de contre-pas contre le M23. Parce que quand nous nous entretenons avec les chefs militaires, les chefs des seigneurs de guerre, ils déclarent que si une fois le M23 prenait fin et aussi prennent fin, et d'aucuns nous ont déclaré qu'ils deviendraient même des cultivateurs. Dans le reste du pays, comme à Kisangani, dans la province orientale, une marche de soutien a même été organisée en hommage à l'armée nationale. Docteur Mourazi Lobo est médecin à Kisangani. C'est une joie pour nous tous, nous Congolais, de voir d'abord que l'Est s'est pacifié avec les atrocités qui se passent là-bas. Sinon, pour le moment, c'est la joie. Vous avez marché aujourd'hui à Kisangani pour saluer cette victoire? Oui, nous avons tous marché à Kisangani pour saluer la victoire de notre armée. Si la guerre est gagnée, il reste maintenant à construire la paix et selon plusieurs analystes comme l'Ougandais Ali Moutassa, si un accord n'est pas conclu dans les jours qui viennent à Kampala, il est fort à parier que la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo ne sera que de courte durée, Katia. Merci Georges Ibrahim Tunkara. J'ajoute également que la communauté internationale a également salué la fin du M23 et invite les deux parties à trouver un accord rapidement. Kinshasa, de son côté, a déjà promis de s'attaquer incessamment aux autres milices et autres groupes armés qui empêchent depuis des années l'État congolais d'établir son autorité sur l'ensemble du territoire, faisant référence notamment au mouvement FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, également actifs dans cette zone du Nord Kivu. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La rébellion du M23. L'annonce a été faite mardi 5 novembre à Kampala par le président de ce mouvement, Bertrand Bisimwa. Voilà, donc vous l'aurez compris, nous allons en République démocratique du Congo avec la défaite militaire des rebelles du M23. Bertrand Bisimwa, chef des rebelles, a déclaré hier que ces troupes vont être démobilisées. L'annonce est intervenue quelques heures après l'assaut final des forces congolaises qui ont délogé les rebelles de leur dernier bastion dans le Nord Kivu. Le point avec notre correspondant à Goma, Primo Pascal Rouada-Higua. Fini la rébellion du M23. L'annonce a été faite mardi 5 novembre à Kampala par le président de ce mouvement, Bertrand Bisimwa. Cette annonce de fin de rébellion intervient après la défaite de quelques militaires du M23 qui tentaient de résister dans les collines de Runyoni, d'où ils ont été délogés la nuit du lundi à mardi par la coalition FARDC et la brigade d'intervention de la MONUSCO. Le gouvernement congolais n'a pas tardé de réagir à cette déclaration de fin de rébellion. Dans un point de presse du ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, animé à Kinshasa, mardi, Lambert Mende Omalanga a annoncé que les journées du lundi 3 et mardi 4 novembre demeureront marquées d'une pierre blanche dans l'histoire récente de la RDC. Militairement, on peut dire que le M23 est liquidé, mais crier victoire, non, parce que nous voulons aller jusqu'au fond des choses et poursuivre les discussions que nous avions commencées à Kampala pour aboutir à la signature d'une déclaration de Kampala avec des engagements réciproques. De Goma, Primo Pascal Rouada-Higua pour La Voix de l'Amérique.
En République démocratique du Congo, c'est la défaite militaire des rebelles du M23. Bertrand Bisimwa, chef des rebelles, a déclaré hier que ses troupes vont être démobilisées et que son mouvement va poursuivre ses objectifs uniquement par des moyens politiques. L'annonce est intervenue quelques heures après l'assaut final des forces congolaises qui ont délogé les rebelles de leurs 2 derniers bastions dans le Nord Kivu. L'Union africaine, l'ONU, l'Union européenne et les États-Unis ont salué le fait que le M23 a finalement décidé de déposer les armes et exhorte les 2 camps à conclure un accord assurant la démobilisation et le désarmement des rebelles. Nathalie Barge a recueilli la réaction de Jean-Serge Kambassou, négociateur du M23 à Kampala. Les forces combattantes qui étaient au service du M23 sont soumises à un processus de désarmement et de démobilisation pour donner la chance à la paix. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a précisé qu'il n'était plus question d'accord de Kampala, mais qu'il fallait maintenant parler de déclaration de Kampala. Tout ce qui va suivre dépendra de la position que devra présenter les facilitateurs. L'essentiel pour nous est que les causes profondes du conflit ont été vidées dans l'accord, qu'il soit appelé déclaration, qu'il soit appelé accord. Je pense que l'essentiel est qu'il y ait des engagements que le gouvernement a pris. Ce qui a été exprimé par le chef de l'État, Joseph Kabila, et les États de la région devront faire l'examen d'un comité national de suivi qui a été mis en place au niveau de l'accord cadre où un élément du M23 devra faire part de la coordination. On attendait à ce que la réunion de Pretoria prenne fin et nous sommes disposés à pouvoir répondre à toutes les questions, à tous les schémas tels qu'il nous sera présenté par les chefs d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Pratiquement, nous avons souscrit à ces chemins. Est-ce que toutes vos forces sont bien retirées de Bunagana? Les forces se sont retirées de tous les points stratégiques où ils se trouvaient parce que, comme je l'ai souligné, on n'a plus besoin de pouvoir passer aux affrontements inutiles pendant que les pistes de solutions ont été bien identifiées pour mettre fin à la crise. Si le gouvernement demande l'extradition de certains responsables du M23, est-ce que le M23 a l'intention de répondre à cette requête? Dans l'arrangement ou l'accord qui est en gestation, il n'y a eu qu'une amnistie pour les faits de guerre et faits insurrectionnels. Et cela n'exclut pas des responsables éventuels qui auraient commis les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les violences sexuelles, même l'enrôlement d'enfants soldats. Il y a des commissions qui devront vérifier tous ces cas et pour que les auteurs répondent à leurs actes. Jean-Serge Kambassou, négociateur du M23 à Kampala. La Voix de l'Amérique. Dans le sud Kivu, 2 détenus sont morts lundi dans la prison centrale de Bukavu par manque de soins. Beaucoup d'autres sont malades et le transfert vers les hôpitaux pose problème. Les ONG de défense des droits de l'homme dénoncent les mauvaises conditions de détention à la prison centrale de Bukavu. Le point, Jolie Kamuntu, notre correspondant à Sud Kivu. Des détenus de la prison centrale de Bukavu sont morts la nuit de dimanche au lundi 4 novembre des suites d'une maladie. Selon nos informations, plusieurs autres détenus sont malades dans cette institution carcérale du Sud Kivu et leur transfert vers des hôpitaux plus efficaces tarde à se concrétiser. Une situation décriée par les associations de défense des droits de l'homme au Sud Kivu. C'est le cas de l'ONG Vision Sociale. Maître Papi Kadjabika, son coordinateur, dit que ces décès ne sont pas les premiers cas constatés à la prison centrale de Bukavu. Les détenus décédés avant-hier ne sont pas les seuls parce qu'il y a d'autres cas qui ont été épinglés. Et là, nous parlons de 8 détenus qui sont décédés. Le 1er janvier 2012, il y a un autre vieux de 70 ans qui est décédé au mois de juin de l'année passée. Et donc, les 2 qui sont décédés viennent s'ajouter aux autres qui ont perdu leur vie suite à une négligence de la part de l'autorité censée prendre soin de tous les détenus. Et donc, l'État a l'obligation de donner à ces détenus des soins appropriés
pour que ces derniers mènent une vie plus ou moins normale et dans des conditions parfaites. Ce responsable de Vision Sociale annonce que son organisation a fait beaucoup de recommandations aux autorités, mais ces recommandations sont restées lettres mortes. Maître Papi Kadjabika. Déjà le 2 juin 2012, nous avons fait un état des lieux de la prison centrale de Bukavu et nous avons même proposé à l'autorité un plan de désengorgement de la prison centrale de Bukavu. Parce qu'on a constaté que la prison est archi-comble. Pour une capacité de plus ou moins 400 détenus, nous en sommes aujourd'hui à plus de 1500 détenus. Au mois de janvier 2012, nous avons produit un rapport sur les conditions de détention. Et là, dans ce rapport, nous avons épinglé tous les chapelets de violations des droits de l'homme qui sont vécus par les prisonniers au niveau de la prison centrale de Bukavu. Et pas plus tard qu'hier, nous avons fait une note technique à l'intention des autorités ayant dans leurs attributions la gestion de la prison. Et dans la note, nous faisons état de toutes les situations qui sont vécues au niveau de la prison centrale de Bukavu. Les corps de ces 2 détenus ont été transférés notamment vers la morgue de l'hôpital général de Bukavu. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme du Sud Kivu effectuent des visites et des descentes à la prison centrale de Bukavu. Bukavu, Jolie Kamuntu, la voix de l'Amérique. La Voix de l'Amérique s'associe à l'initiative nommée 100 citoyens journalistes pour donner la parole aux citoyens congolais. Voici leur témoignage sur l'actualité dans leur localité. Dieudonné Ndaye, journaliste citoyen à partir de Kananga. La situation qui est à la Guinée occidentale, c'est l'appui des gouvernements provinciaux des zones gérées des Nations Unies qui sont rendus à Masuika, dans le territoire de Luiza, pour venir en aide. Les familles qui ont été tuées de la pluie du 24 septembre, la pluie qui avait emporté plus de 200 maisons et plus de 200 familles étaient restées sans abri. Alors maintenant, il reste à cette population soit aussi assistée pour qu'ils puissent retrouver leurs moyens de subsistance. Richard Kana, citoyen journaliste en Bushma et au Kassai oriental pour la Voix de l'Amérique. L'actualité, c'est cette réjouissance de la victoire de l'équipe du Kassai oriental sur celle de Bukavu après une défaite à domicile par une équipe du Katanga Lubumbashi Sport. Sangaba Lende a pu quand même décrocher une victoire. C'est dimanche à Bukavu en déplacement et c'est là a fait vraiment une grande chose qui a pu réjouir les fans de cette équipe et la grande majorité de Kassaïens qui désespéraient pour leur équipe. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Après l'opération de la neutralisation de la rébellion du M23 dans l'est de la RDC, l'heure est encore à la fête dans plusieurs contrées de ce pays. Ici, des séances de prière, là des marches de soutien au FARDC. Entre-temps, des appels à la non-violence à l'égard des ex-rebelles du M23 continuent à être lancés par certaines personnalités en République démocratique du Congo. John Kanyunu nous fait le point depuis Goma. L'euphorie qui a suivi la victoire des forces armées congolaises n'est pas retombée. Les populations continuent de jubiler, mais les autorités régionales se veulent prudentes. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a demandé aux populations qui célèbrent la victoire de l'armée gouvernementale de s'abstenir de tout règlement de compte vis-à-vis des ex-combattants du M23. Julien Paluku. Je voudrais appeler la population de Rutshuru particulièrement à festoyer cette victoire dans le calme. Il n'y a pas de règlement de compte. Donc il faudrait que les gens puissent considérer que le grand travail qui reste à faire, c'est un travail de construction d'une paix durable, c'est un travail de réconciliation, parce que cette guerre certainement a provoqué ou a créé des fissures au sein des différentes communautés. Cet appel intervient au moment où de nombreux habitants des zones jadis sous contrôle de la rébellion du M23 déclarent haut et fort qu'ils allaient se venger contre des rebelles du M23 qu'ils accusent de les avoir fait souffrir. En outre, le gouverneur Julien Paluku appelle le Rwanda et l'Ouganda à extrader les rebelles réfugiés sur leur territoire en application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Laurent Kunda, Baudouin Garouye, Innocent Zimurinda, Jean-Marie Runiga, aujourd'hui Makenga, Kazarama, tous ces gens sont au Rwanda. Je crois qu'il faut maintenant un travail politique entre la RDC et le Rwanda, la RDC et l'Ouganda, couplé à un travail diplomatique. Et c'est là d'ailleurs la mission des envoyés spéciaux.
le travail politique doit maintenant commencer pour que toutes ces personnes qui ont traversé les frontières, qu'on puisse les catégoriser, les gens qui sont sous sanction des Nations Unies ou qui ont des mandats d'arrêt au niveau national ou au niveau international, soient déférés devant la justice. Aux dernières nouvelles, certains éléments du M23 qui s'est caché encore en brousse après leur défaite se seraient rendus à l'armée congolaise. Le porte-parole des FARDC au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Olivier Amouli, qui a livré cette information, dit encourager d'autres éléments du M23 encore à cachette à se rendre car, assure-t-il, ils ne seront pas inquiétés. John Kanyunyu à Goma pour la Deutsche Welle. Après la victoire sur le M23, l'armée congolaise se prépare, selon les autorités, à combattre les autres groupes rebelles qui pullulent dans l'est de la RDC. Les prochaines cibles sont déjà connues. Selon le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, il s'agit des FDLR, de l'ADF Nalu, de la LRA, les rebelles ougandais, puis des FNL burundais et ensuite des différentes milices congolaises. Georges Berguezan, expert pour le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, le GRIP, basé à Bruxelles, analyse la situation actuelle dans l'est de la RDC. Il a été joint par Carole Assignon. Si on prend les deux Kivu, il reste 40 ou 50 groupes armés encore. Le problème des groupes armés n'est certainement pas résolu. Et on peut même craindre que si les FARDC et la MONUSCO, donc qui a fortement appuyé l'armée congolaise, ne réagissent pas à temps, que les zones libérées du M23 soient occupées par d'autres groupes armés. On parle des Nyatura, des FDLR, de différents groupes Maï-Maï qui auraient progressé dans le sillage de FARDC. Et justement, Kinshasa a annoncé qu'il va s'occuper de désarmer ces milices et forces rebelles, notamment, vous parlez à l'instant des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. C'est faisable ? Oui, certainement. Le M23 occupait une portion de territoire assez restreinte, donc adossée au Rwanda et à l'Ouganda, tandis que les petits noyaux de FDLR qui subsistent sont disséminés dans plusieurs endroits du Nord Kivu et également au Sud Kivu. Donc ça ne pourra pas être le même genre d'opération qui mettra fin au FDLR. En dehors des FDLR, quels sont les autres groupes rebelles qui pullulent dans l'est du Congo et que font-ils exactement comme activité ? D'habitude, on distingue les groupes congolais et les groupes étrangers. Alors, les groupes dits étrangers, donc, il y a les FDLR, bien qu'il y ait pas mal de Congolais, surtout des Hutus qui en fassent partie. Au nord du Nord Kivu, il y a le groupe d'origine ougandaise des ADF, qui devient de plus en plus un groupe qui se revendique de l'islam et qui collaborerait d'ailleurs avec les Chebabs somaliens, qui sont eux-mêmes liés à Al-Qaïda. Il y a les forces nationales de libération, qui sont les restes d'un groupe armé burundais. Et puis, il y a la myriade des groupes armés congolais. Et dans ce contexte, est-ce que les FARDC pourront réellement venir à bout de tous ces groupes? La victoire contre le M23 va avoir un impact psychologique important. Le M23 avait quand même une importance dans ce dispositif de groupes armés et son élimination pourrait entraîner la fin d'autres groupes armés congolais. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le parfum de la victoire dans les rangs de l'armée congolaise et du gouvernement de Kinshasa. Le M23 a proclamé hier la fin de sa rébellion armée après avoir été chassé de ses dernières positions du Nord Kivu. Les groupes de combattants de Sultani Makenga ont quitté les montagnes de Chanzu pour se disperser, peut-être vers le Rwanda et l'Ouganda frontalier. Léa Lisa Vesterov, vous êtes à Goma pour RFI, vous avez suivi cette dizaine de jours de combat. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, elle est simple, le M23 est-il fini ? Eh bien, dans l'immédiat, ce qui est sûr, c'est qu'il est fini militairement. Déjà, le M23, vous l'avez dit, a été vaincu par l'armée congolaise. La rébellion a perdu toutes les positions qu'elle contrôlait sur le territoire congolais et une très grande partie de ces hommes, des centaines se sont rendus à l'armée congolaise. On n'a toujours pas de chiffre définitif, mais on sait que beaucoup se sont rendus et le noyau dur, composé de 200 à 300 personnes environ, a pris la fuite dans la nuit de lundi à mardi, juste avant l'arrivée des forces congolaises. Résultat, fragilisé, le mouvement a lui-même annoncé avoir renoncé à la lutte armée hier et être prêt à déposer les armes. Mais évidemment, beaucoup de questions demeurent maintenant.
Parmi celles-ci, que vont devenir les 200 à 300 combattants partis avec leur chef, Sultani Makenga de l'autre côté de la frontière? Vont-ils être poursuivis ou juste disparaître dans la nature? Si leur sort n'est pas réglé sur le papier, il y a bien sûr un risque qui constitue une menace à moyen terme. Parmi les hypothèses, par exemple, ils pourraient rejoindre d'autres groupes armés au Congo ou même reconstituer à terme une nouvelle rébellion, même si dans l'immédiat, leur force de frappe est nulle, puisqu'aujourd'hui encore, il y a eu de nouvelles défections. 60 anciens rebelles se sont rendus côté ougandais et doivent être acheminés au Congo pour être désarmés par l'ONU ici. Tout ça pour dire que c'est pour ça que la communauté internationale veut coûte que coûte obtenir la signature d'un accord politique pour régler toutes ces questions et éviter finalement la situation de 2009 où un accord avait été signé et quelques mois après, une nouvelle rébellion s'est constituée. Mais justement, Léa Lisa, la branche politique du M23 autour de Bertrand Bisimwa veut continuer les discussions avec le gouvernement congolais, faire entendre ses revendications. Il est même question de créer un parti politique. Est-ce que c'est une hypothèse possible aujourd'hui ? Eh bien, du côté du gouvernement congolais, en tout cas, on dit pas d'objection tant que les armes ont été déposées et qu'il s'agit de participer pacifiquement au débat politique et à la gestion du pays. Pas de souci, me disait encore il y a quelques instants le porte-parole du gouvernement Lambert Mende au téléphone. Bien sûr, il va falloir voir qui va constituer ce nouveau parti, les dirigeants politiques actuels ou de nouvelles recrues qui seraient peut-être moins marquées par la lutte armée. C'est sans doute un processus, c'est en tout cas un processus qui ne va certainement pas en 3 jours. Alors à Kampala, les discussions vont donc se poursuivre. Le M23 veut passer un accord avec le gouvernement. Le gouvernement, lui, ne parle que d'une déclaration à signer. C'est assez flou. Que sait-on de ces discussions en Ouganda, Léa Lisa ? Eh bien, c'est vrai que cette déclaration hier a semé le trouble et la perplexité au sein de la communauté internationale, alors que finalement, à Pretoria, toutes les parties semblent être tombées d'accord. Aujourd'hui, tout semble de nouveau rentrer dans l'ordre, puisque le ministre de la Communication, Lambert Mende, m'a confirmé tout à l'heure que sur le fond, rien n'a changé, mais que finalement, entre déclaration et accord, il s'agit plutôt d'une question de forme. L'État congolais dit en fait ne pas pouvoir signer un accord avec un interlocuteur qui, selon lui, n'a aucune légitimité et qui est une force négative. D'où ce terme déclaration plutôt que d'accord. Mais sur le fond, pas de changement, me dit-on. Le Congo et l'ex-rébellion du M23 se sont mis d'accord, a priori sur 11 points. Parmi ces points, eh bien, un engagement formel de la part du M23 de renoncer définitivement à la lutte armée, un engagement officiel qui formaliserait en fait le communiqué de presse publié jusqu'à présent. De son côté, le gouvernement congolais devrait s'engager à faciliter la réinsertion sociale des ex-membres du M23 qui n'ont pas commis de crimes, qui ne sont pas en conflit avec la loi, et accélérer l'adoption d'une loi d'amnistie pour tous ceux qui n'ont pas commis de crimes. Enfin, et c'est très important, ce texte doit établir les conditions de désarmement et de cantonnement de tous ceux qui se sont rendus, plusieurs centaines de personnes a priori. Donc vous voyez tout un tas de mesures sur lesquelles, a priori, les deux parties se sont mis d'accord. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'avec la signature d'un texte commun se joue la crédibilité de la communauté internationale. 5 envoyés spéciaux de l'Union africaine, des Nations unies, mais aussi de l'Europe et des États-Unis ont suivi tout le processus de négociation depuis des mois. Un échec nuirait totalement à leur crédibilité, dans leur capacité à accoucher d'un texte et d'un accord de paix entre deux parties. Merci Léa Lisa Vesterov. Vous êtes à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, d'où les petites difficultés de la ligne téléphonique. On revient à la situation dans l'est de la RDC tout à l'heure avec notre invité, le numéro 2 de la MONUSCO, Abdallah Wafi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Vaincu militairement, le M23 a proclamé la fin de sa rébellion armée. Les derniers combattants de Sultani Makenga, quelques 200 à 300 hommes, se sont éparpillés, quittant les dernières collines dans lesquelles ils étaient retranchés. Ce qui a fait la différence, c'est l'entrée dans le conflit de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Aux côtés de l'armée congolaise, les soldats de l'ONU ont utilisé leurs chars, leurs hélicoptères contre les positions rebelles. Sonia Rollet reçoit aujourd'hui le numéro 2 de la MONUSCO, représentant du secrétaire général de l'ONU en charge des opérations dans l'est du Congo, Abdallah Wafi. Abdallah Wafi, bonjour. Bonjour.
Peut-on dire que l'appui militaire de la MONUSCO et de la brigade d'intervention a été décisif dans la défaite du M23? Écoutez, cette victoire des FARDC sur le M23 est une victoire de l'armée congolaise et je crois qu'il ne faut pas les priver de leur succès. Je voudrais simplement me réjouir de l'appui et du soutien que nous avons apporté au FARDC, mais cette victoire reste et demeure une victoire des FARDC. Comment expliquer que l'ONU soutenait les pourparlers de Kampala tout en menant l'offensive aux côtés des forces congolaises? N'y a-t-il pas un paradoxe? Il n'y a pas de paradoxe. Notre position a été claire. Notre position est basée sur notre mandat. Tous les groupes armés doivent déposer leurs armes, doivent désarmer. Aujourd'hui, le M23 ne l'a pas entendu. Il a été défait militairement. Dans les jours à venir, nous allons nous en prendre aux autres groupes armés parce que, encore une fois, la résolution 2090 invite tous les groupes armés à désarmer. Faut-il toujours aujourd'hui que le gouvernement et le M23 signent un accord politique sur la base de ce qui a été négocié à Kampala? Ce qui a été obtenu, les points d'accord qui ont été obtenus, restent et demeurent valables et nous pensons que pour permettre d'accorder l'amnistie du moins à ceux qui ne sont pas responsables de graves violations des droits de l'homme et pour permettre un désarmement, une démobilisation, une intégration de tous ces combattants, qu'ils soient d'ailleurs du M23 ou des autres groupes armés, nous avons besoin d'avoir une base légale, c'est-à-dire un accord de paix. Que va-t-il advenir donc des combattants du M23 qui se sont rendus à la MONUSCO et aux forces armées congolaises avant la signature d'un accord, si signature d'un accord il y a? Quel est leur statut? Est-ce que ce sont des prisonniers de guerre? Est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer dans le cadre de l'accord? À Goma, j'ai discuté avec le gouverneur de la province du Nord Kivu et son équipe et je poursuivrai ici à Kinshasa dans les jours à venir des consultations avec la partie gouvernementale pour que nous ayons une position harmonisée, une position commune sur comment nous allons traiter tous les cas de DDR, que ce soit les éléments du M23 avant le 25 octobre, après le 25 octobre, ceux qui sont rendus volontairement, aussi bien les éléments du M23 que tous les autres éléments du groupe armé qui sont en train de se rendre, que ce soit des éléments de FDLR ou que ce soit les éléments des autres groupes armés. Et justement, quelle est la position de la MONUSCO? Vous le savez, nous avons des positions de principe. Et en ce qui concerne le DDR, les combattants qui se rendent dans nos camps de DDR ne doivent pas être considérés comme des prisonniers dès lors qu'ils acceptent de se faire désarmer volontairement et qu'ils se présentent dans nos bases. Et pour pouvoir encourager l'ensemble des éléments de groupes armés à se rendre dans nos bases pour se faire désarmer, nous devrons leur réserver notre traitement que de les traiter en prisonniers en tant que tels. Le camp de transit DDR n'est pas un centre d'internement, n'est pas une prison. Que sont devenus Sultani Makenga, donc le chef militaire du M23 et ses hommes? Ils ont quitté en tout cas les positions qu'ils occupaient. Maintenant, je n'ai pas d'informations sur sa destination actuelle. C'est-à-dire que vous ne savez pas s'ils se sont rendus, comme le dit le gouvernement congolais et l'armée congolaise, au Rwanda et en Ouganda? Ce que je peux vous dire, ils ne sont pas rendus dans nos bases, ils sont volatilisés dans la nature. Je ne sais pas exactement leur position, je peux rien vous dire par rapport à cela. Est-ce que vous craignez une reprise de la rébellion si ces 200 ou 300 hommes ne sont pas retrouvés? Notre résolution, la résolution 2098 du Conseil de sécurité, considère le M23 comme un groupe armé illégal. Alors, ce groupe dont certains des leaders sont recherchés, que ce soit par les juridictions nationales, avec des mandats d'arrêt contre eux, ils doivent répondre de leurs actes devant la justice. Et donc, nous allons aider les autorités congolaises maintenant à rechercher tous ceux qui se sont rendus coupables de violations graves des droits de l'homme pour que ces gens soient traduits devant les juridictions compétentes. Abdellah Wafi, merci. Abdellah Wafi est le numéro 2 de la MONUSCO, il répondait à Sonia Rollet. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, en dépit du cessez-le-feu unilatéral annoncé par les rebelles du mouvement du 23 mars, les combats se poursuivent dans l'est du pays. L'armée gouvernementale congolaise indique d'ailleurs avoir repris ce lundi le contrôle de la colline de Mbouzi, l'une des dernières positions tenues par les rebelles. Sur le plan humanitaire, la situation reste difficile pour les populations civiles. Georges Ibrahim Tonkara. Comme à chaque regain de tension dans l'est du Congo, les premières victimes sont les populations civiles, des populations contraintes de fuir leurs maisons et de tout abandonner pour se mettre à l'abri des combats et autres exactions qui pourraient émaner des belligérants. Dans le camp de Ntamugenga, par exemple, dans le nord Kivu, près de 5000 personnes ont trouvé refuge. 2 de ces déplacés témoignent au micro de notre correspondant John Okanyonyu. Nous avons fui, nous sommes venus des collines que vous voyez là-haut. Nous n'avons même pas d'habits pour les enfants, pas de nourriture.
Les enfants risquent de mourir de faim. Nous avons fui des bombes larguées par des hélicoptères. Nous traversons les moments les plus difficiles de notre vie. Sans les bâches amenées par les humanitaires, on serait toujours en train de passer la nuit à la Belle Étoile car toutes les classes sont pleines à craquer. À Djomba, localité proche de Bunagana, toujours dans le Nord Kivu, 3 à 4 000 familles, selon le HCR, ont pris la fuite pour se réfugier dans un petit village. Et dans l'école qui leur sert de centre d'accueil, ces populations vivent dans le dénuement le plus total. Jean-Pascal Amoré, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans le Nord Kivu, interrogé par Paulin Bachengezi. Ce matin, nous avons une équipe de WhatsApp qui s'occupe de l'eau et de l'assainissement, qui est allée faire une évaluation pour voir quelles réponses d'urgence on pouvait apporter. Et puis, une équipe d'assistance va monter mardi ou mercredi pour leur apporter une assistance de base, comme des bâches, des kits d'hygiène ou des couvertures pour le temps qu'ils vont rester dans ces écoles. Et dans les zones libérées par l'armée congolaise, les témoignages se multiplient à l'encontre des hommes du M23. De nombreux Congolais accusent en effet les rebelles des pillages systématiques et même d'enlèvement d'enfants. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
En République démocratique du Congo, et c'est l'autre info du jour, le mouvement du M23 a annoncé ce matin la fin de sa rébellion née il y a 18 mois maintenant, alors qu'il vient d'être chassé par les armes des dernières positions qu'il occupait dans l'est du pays. Sonia Rollet, comment expliquer cette annonce? Le M23 a cédé à la pression diplomatique. Ce qu'exigeait le gouvernement congolais, c'est que le mouvement du 23 mars annonce publiquement la fin immédiate de sa rébellion, même si c'était déjà ce qui était inscrit dans le texte sur lequel les deux parties s'étaient mis d'accord à Kampala, une déclaration publique pour pouvoir proclamer la victoire, quel que soit l'accord signé dans quelques jours, c'est du moins ce qu'espère la communauté internationale. Sur le terrain, les troupes du M23 étaient aussi sous forte pression après l'offensive des FARDC, retranchées sur une ou deux collines autour de Bunagana, leur dernière place forte tombée la semaine dernière aux mains du gouvernement. Hier, ce sont les hélicoptères et les chars de la MONUSCO, la mission de l'ONU au Congo, qui sont entrés en action aux côtés de l'armée congolaise. Et alors que le président du M23 annonce la fin de la rébellion et que ses troupes se préparent au désarmement, les commandants du M23 et leurs escortes, ceux qui restaient après l'offensive des FARDC des troupes rebelles, ont évacué leur position à la faveur de la nuit, positions qui ont été reprises ce matin par l'armée congolaise. Ils sont toujours au Congo, assure l'un des représentants de la délégation du M23 au pourparlers de Kampala. On peut donc parler d'une véritable déroute de la rébellion. Elisa Westerhoff, vous êtes notre correspondante dans le pays. Vous vous trouvez justement dans ce qui était cette nuit encore le dernier bastion des M23. Et où se trouvent donc désormais les forces régulières ? Il faut imaginer une colline à plus de 2000 mètres d'altitude, un petit sommet en fait qui surplombe des centaines d'autres collines. C'est là que le M23 a démarré sa rébellion il y a 20 mois, là aussi qu'il avait établi sa base opérationnelle. Littéralement une paillote au sommet, juste à côté d'un hôtel éternellement en construction. C'est là que résidait il y a encore quelques heures le chef militaire du M23, Sultani Makenga. Ce midi, c'est un soldat congolais qui porte son char centrique, un autre a récupéré une guitare électrique. Plus essentiel, tout autour, dans les contreforts de la colline, 5 importantes caches d'armes cachées sous terre ont été découvertes. Une quantité d'artillerie effarante, le M23 en a brûlé une partie avant de prendre la fuite. L'odeur de la poudre est toujours suspendue dans l'air. Ce matin, par la congolaise, la prise de Tchanzu avait tout de la chasse au trésor, car les rebelles, une centaine environ, ont fui juste après avoir brûlé un maximum de munitions et une quarantaine de voitures. Une vingtaine d'entre eux se sont rendus. Partout, des soldats se promènent, certains avec des missiles anti-chars, d'autres des cartouches et des grenades, comme autant de trésors de guerre. Tous se délectent de ce moment, se félicitent et chantent « La guerre est finie, la guerre est finie, Sultani Makenga est fini ». Léa Elisa Westerhoff, Tchanzu, RFI. De ce côté, le gouvernement congolais parle ce matin de victoire totale contre la rébellion. Les derniers rebelles ont fui pour la plupart vers le Rwanda, a ajouté le ministre de la Communication. Runyoni et Tchanzu sont tombés. On a fini le travail, a expliqué pour sa part le lieutenant-colonel Amouli, porte-parole de l'armée pour le Nord Kivu. Et puis Kinshasa, je l'apprends en même temps que vous, qui annonce à l'instant qu'après sa victoire sur les rebelles du M23, eh bien l'armée allait lancer incessamment, je le cite, une offensive contre les rebelles Hutus rwandais FDLR présents dans l'est de la RDC.